15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invitée, femme rabbin française du mouvement juif libéral de France, ancienne journaliste, directrice de la revue de pensée juive Ténoua, autrice de plusieurs essais chez Grasset dont Vivre avec nos morts. Nous l'avions reçue pour traiter d'Il n'y a pas de Hajar ou Comment ça va pas. Delphine Horviller vient désormais nous parler de son nouvel ouvrage intitulé Comment parler de la mort aux enfants, aux éditions en coédition d'ailleurs avec Bayard et Grasset. L'occasion comme toujours de redécouvrir aujourd'hui notre invité sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Delphine Horviller. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Ça devient un rite puisque je vous reçois, je crois, tous les ans aujourd'hui. Une tradition. Une tradition, exactement. Je suis ravie de vous recevoir. On va bien sûr décortiquer ensemble votre actualité, mais vous connaissez l'ADN de cette émission qui est tentée de toujours essayer d'aller plus loin. Pour ce faire, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire aujourd'hui. Et peut-être l'un fait-il partie de votre veste, parce qu'il y a un prénom que vous portez, Abraham, avec voilà, c'est un petit cœur. Je dirais que c'est apposé sur votre veste et j'aimerais peut-être une explication de cela aujourd'hui avant de démarrer. Alors, j'ai pas trop fait attention en filant cette note, mais ce pin, ça a une histoire, effectivement, voilà. que je peux vous la raconter. C'est que j'ai écrit une pièce qui s'appelle Il n'y a pas de Hajar, où le personnage s'appelle Abraham, Hajar. C'est une pièce qui est encore jouée aujourd'hui par Johanna Nizar et qui tourne un peu partout en France. Donc c'est un petit clin d'œil à ce personnage. On avait fabriqué des pins au moment où c'est devenu une pièce de théâtre, mais en fait derrière tout ça il y a mon amour de ce personnage biblique, Abraham, de ce qu'il raconte, qui me parle tellement. Vous savez, Abraham, c'est un patriarche, mais c'est aussi un homme qui incarne une forme de révolution personnelle, la capacité à adapter son héritage, penser les transformations dans sa vie, la transmission. J'ai dit plein de mots importants là, non? Si oui, on pourrait dire que les 3 mots sont dedans. Après, c'est à vous de me le dire. Si vous voulez vous définir en 3 mots, Delphine Horviller, vous diriez quoi? Je suis toujours nulle à cet exercice. Je ne sais pas si j'étais déjà nulle l'année dernière. Je me suis pas entraînée depuis. En fait, c'est vrai que la transmission, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, sans aucun doute. Je dirais que cette année, et c'est peut-être ça qui a changé depuis l'année dernière, je dirais peut-être mutisme ou silence. Enfin, en tout cas, je me rends compte que mon rapport aux mots a changé. Ça nous est arrivé à tous. On a l'impression que dans la douleur de ce qu'on vit depuis maintenant, notamment 1 an et demi, on a une difficulté à trouver des mots. J'ai l'impression d'avoir une hypersensibilité à l'incapacité des mots autour de nous à traduire ce qu'on vit, l'incapacité pour nous à les trouver. Donc pourtant, c'est mon métier. Moi, je travaille avec les mots, l'interprétation, et aujourd'hui, je me trouve comme désemparée dans une forme de mutisme ou de silence. Et je dois en ajouter 1, 2 mots. J'en étais à combien? Ouais. On a 2. Transmission et donc mutisme, silence. On peut considérer que le silence est le 3e mot, à moins que vous vouliez en rajouter un autre. C'est vous qui décidez. Peut-être quand même espoir. Je veux pas perdre ça. Je pense que voilà, il y a des jours où je suis, comme beaucoup de gens, je suis sûre qui nous écoutent, un peu désespérée. Mais j'ai décidé que je m'accrochais à tout plein de choses qui me donnent de l'espoir. Et j'ai la chance dans mon métier, mais aussi dans ma vie de femme et de mère, d'avoir aussi plein de raisons d'espérer, notamment la nouvelle génération. On va poursuivre alors cette émission et voir si cela colle avec vous aujourd'hui, avec le début, toujours le début. Delphine Horviller, vous êtes née un 8 novembre dans les années 70 à Nancy. Vous avez grandi au sein d'une famille juive traditionnaliste, un père médecin, président de communauté, une maman enseignante. Vous avez grandi près de Reims, encadré par vos 4 grands-parents. Nous en avions déjà longuement parlé ensemble ici. Mais j'aimerais juste évoquer 2 choses de votre enfance, Delphine. La première étant cet échange avec l'un de vos grands-pères que vous racontez dans votre livre sur le secret et découvrir pourquoi vous l'évoquez dans cet ouvrage. Dans mon ouvrage précédent, dans Vivre avec nos morts. Dans celui-là, vous parlez du secret. Oui. Et vous parlez notamment d'une anecdote avec votre grand-père. Vous étiez, je crois, sur ses genoux et il vous dit je peux te dire un secret. Oui, j'ai souvent parlé en fait des secrets de mon grand-père. Donc mon grand-père, qui était rabbin d'ailleurs de formation, il avait un humour un peu pince sans rire et il avait l'habitude souvent de nous réunir, tous ces petits-enfants autour de lui, et il nous disait vous savez garder un secret? Et alors nous, on était vachement heureux qu'il nous confie un mystère. On s'approchait, on lui disait oui. Et lui venait tout près de notre oreille et il nous disait moi aussi.
Il nous livrait pas ses secrets. On se faisait avoir à chaque fois. Mais en fait, je trouve qu'il nous transmettait quelque chose de très fort à ce moment-là. Il disait qu'en fait, toutes les familles ont des secrets. Tout le monde a des secrets. Et les secrets de famille, on en a tous. Et il va falloir apprendre à vivre avec. Tout ne se dit pas. Et même plus que ça, plein de choses se disent sans les mots. Les enfants, ils savent toujours qu'on leur cache des trucs, qu'il s'est passé des choses, et qu'il va falloir composer avec. Et c'est vrai que c'est au cœur de mon dernier livre, cette idée de comment composer avec les secrets de famille. Et c'est peut-être ça, peut-être le sel de ce livre-là, les mots sans les mots. On va y venir bien évidemment dans un instant. La deuxième chose que je voulais évoquer au cœur de votre enfance, Delphine Arviller, c'est peut-être la façon dont on vous a parlé à vous de la mort quand vous étiez petite, vous, petite fille de survivants des camps de concentration. Oui, j'ai eu l'impression qu'il y a plein de choses qu'on m'a pas dit et que j'ai su. Et je serais incapable de dire comment je les ai su, ce que j'ai su, à quel moment j'ai compris. Mais j'ai le sentiment que j'ai toujours su et que enfant, sans qu'on place des mots sur ce drame et cette tragédie qui avait touché les miens, la famille de ma mère tout particulièrement, j'ai toujours eu conscience que ça faisait partie de mon histoire, qu'il y avait comme des fantômes autour de moi, des revenants, en tout cas des revenances, des morceaux d'histoire qui revenaient. Je savais qu'il y avait des questions qui m'étaient interdites. J'aurais même pas pensé à les poser, ces questions, parce que comme beaucoup d'enfants, je voulais pas faire souffrir mes parents ou mes grands-parents, et j'avais l'impression que mon silence allait les protéger un peu. Mais ce que je dis là a sans doute été partagé par beaucoup de gens qui sont des deuxième, troisième ou parfois quatrième génération après la Shoah. Certains diraient que c'est même partagé par beaucoup d'autres gens qui ont des histoires douloureuses et pas forcément liées à la Shoah. Moi, j'ai eu l'impression que, voilà, sans qu'on ait besoin de me dire, je savais. Après, à l'adolescence, j'ai commencé à lire plein de livres là-dessus. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans ma tête d'ado, je me souviens que se percutait mon imaginaire, ce que j'avais lu dans les livres, ce qu'on m'avait partiellement raconté. Je ne savais plus du tout si, dans l'histoire de mes grands-parents, il y avait des petits morceaux de la vie d'Elie Wiesel, des petits morceaux de... En fait, tout se mélangeait parce qu'on ne m'avait pas dit. Voilà, je savais sans qu'on m'ait dit, je savais sans savoir. Delphine Arviller, il y a une phrase très puissante dans votre livre et qui est celle-ci. La vie dépend toujours de l'œuvre de la mort en elle. Oui, je pense qu'on a tort dans nos sociétés de faire comme s'il y avait la vie d'un côté et la mort de l'autre. Vous savez, souvent, on veut se rassurer, on dit qu'on est bien vivant, que la mort est tenue à distance, et on les oppose un peu comme on opposerait, je sais pas, le bien et le mal, le chaud et le froid, le blanc et le noir, enfin voilà, tout ce qu'on créerait en dichotomie, en opposition, mais un peu manichéenne. Et je crois que pour la vie et la mort, c'est pas vrai. Je crois que dans notre vie, il y a plein de moments où ça meurt, où il y a des choses qui meurent, on le sait. C'est pas juste des gens qui meurent au cours de notre vie, il y a des idées qui meurent, il y a des amours qui meurent, il y a des amitiés qui disparaissent, des convictions, des certitudes. Et en fait, on est qui on est, et on le comprend tout au long de la vie, parce que sont morts en nous plein de choses. Et en fait, j'ai le sentiment, et la biologie le dit de bien des manières aujourd'hui, qu'en fait, on est en vie parce qu'il y a en continu un processus de mort en nous. Et on a tort de refuser d'en parler, de le tenir à distance. Je trouve qu'au contraire, il faut prendre conscience de la façon dont la vie compose en permanence avec le deuil, avec ce qui n'est plus. Vous écrivez, bien sûr, c'est différent, mais savoir que la mort fait partie de la vie permet d'appréhender un peu différemment la disparition de ceux que nous aimons. Cela permet de se demander de quelle manière leur mort dessine et détermine ce que nous allons devenir. Leur mort, d'une certaine manière, s'inscrit en nous et a beaucoup à voir avec ce que nous pourrions être un jour. Leur histoire nous prend par la main. Oui, mais j'ai le sentiment que tant de choses de nos disparus continuent en nous, que d'ailleurs leur mort souvent nous transforme, s'intègre à nos vies. Il y a une phrase magnifique qu'on prononce au cimetière, dans la tradition juive. D'ailleurs, cette phrase, souvent, elle est gravée sur les tombes, dans les cimetières juifs. C'est une phrase qui dit « Tieh nishmatam tzrura betzror achaim ». Ça veut dire que leur âme soit cousue au fil de nos vies. Ça paraît être de la poésie un peu grandiloquente, mais il y a une profonde sagesse dans cette idée. Nos disparus sont comme accrochés, tissés ou cousus à nos vies. En fait, pour toujours, la fabrique de notre existence est comme impactée par les fils qu'ils y laissent, par la façon dont on va continuer à tisser, à tricoter, à composer avec ce qu'ils ont placé dans nos vies. Et je crois qu'on en fait tous l'expérience. Alors, c'est vrai que moi, dans mon métier de rabbin, j'en fais l'expérience très souvent parce que l'accompagnement du deuil fait partie presque de mon quotidien. Là, vous voyez, je suis dans vos studios,
je sors du cimetière pour venir ici vous retrouver. En fait, ça fait partie de mon quotidien et je vois au quotidien comment, autour de moi, des gens dans une profonde et puissante humanité composent avec les souvenirs des disparus. Est-ce que vous diriez que cette transmission, finalement, ce qui est tissé, permet la consolation, Delphine Orviller? Pas toujours, mais dans le meilleur des cas, oui. Parfois, c'est possible. En fait, on ne sait pas à quoi tient la consolation. De la même manière qu'on ne sait pas à quoi tiennent la puissance des liens qui unissent les êtres. Mais je trouve que parfois, il y a une opportunité au moment où on parle d'un disparu, qu'on l'ait accompagné récemment, ou même il y a très longtemps, quand on évoque sa mémoire, de façon étrange, il y a comme une possibilité de réparation. Je sais pas, j'ai envie d'utiliser un mot en hébreu, là, de tikkun. Il y a un tikkun possible quand on évoque nos disparus, quand on chérit leur mémoire, qui peut apporter une forme de consolation. Mais c'est pas un abracadabra, c'est pas je parle des morts et ça va mieux. En fait, on le sait, il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir des deuils intenses. Il y a des gens pour qui ça prend des années, pour qui ça n'arrive jamais vraiment. Et puis, il y a des gens qui, parce qu'ils ont réussi à raconter l'histoire de leurs disparus, mais raconter une histoire, c'est pas forcément faire comme s'ils avaient été des super-héros, des gens qui n'auraient pas eu de tort ou qui n'auraient pas fait de faute. Enfin, je crois qu'au contraire, quand on raconte la vie des disparus avec ce qui a marché, ce qui a déconné, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont loupé dans leur vie, l'évocation de ces souvenirs, parfois, catalyse ou permet d'engager une forme de réparation dans nos vies. De retissage. Delphine Orviller, après Vivre avec nos morts, un livre qui traitait de vos échanges avec des mourants et leurs familles, qui transmet cette mort en leçon de vie pour ceux qui restent aussi. Vous sortez un nouvel ouvrage sur ce thème intitulé « Comment parler de la mort aux enfants ». Pourquoi vous avez choisi de démarrer ce titre avec cette interjection « eux » ? Ouais. D'abord, je dois dire que j'étais vraiment décidée à ne plus écrire sur la mort. Donc, c'est amusant pour moi, enfin, c'est troublant pour moi de vous en parler aujourd'hui parce que quand Vivre avec nos morts a été publié il y a quelques années, je m'étais dit, bon, je sais l'impact que ce livre a eu sur beaucoup de gens. On m'en parle très souvent et j'en suis bouleversée et heureuse. Mais je m'étais dit que j'écrirais plus sur la mort, que justement, je voulais pas devenir une espèce de grande prêtresse ou comme si j'étais spécialiste de ce sujet ou que j'avais des conseils de sagesse à donner aux gens en la matière. Mais il se trouve que depuis que Vivre avec nos morts est sorti, très souvent j'ai eu des conversations avec des familles et des gens qui m'ont dit il n'y a pas de livre pour avoir une conversation en famille, on ne sait pas quoi dire à nos enfants, est-ce qu'il faut dire la vérité, est-ce qu'il faut mentir, est-ce qu'il faut les emmener au cimetière, les garder à la maison, est-ce qu'il faut leur montrer les morts, leur cacher les morts, etc. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tellement ni de discours ni de livres pour accompagner les familles dans le deuil et c'est ce qui m'a motivée à écrire ce livre. Mais il faut être honnête, comment parler de la mort aux enfants ? La réponse, la seule, la vraie, c'est qu'on ne sait pas. Il n'y a pas de recette pour parler aux enfants. Et d'ailleurs, je dirais facilement aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent, que si vous rencontrez des gens qui ont des certitudes et des réponses toutes faites sur la question, éloignez-vous, tenez-vous à distance. Ça dépend des familles, ça dépend des cultures, ça dépend des situations. Il n'y a pas une réponse à cette question. Mais le point commun, très souvent, c'est quand on veut parler de la mort aux enfants, on est dépité, on est embêté, on ne sait pas quel mot utiliser, on se retrouve à bafouiller, à dire souvent un peu des bêtises, à utiliser des métaphores parce qu'on ne sait pas quel mot utiliser. Il nous a quittés, il est parti, il n'est plus là. En fait, c'est problématique de parler comme ça en général, mais encore plus aux enfants parce que les enfants, ils comprennent très bien le premier degré insensé de ces phrases. C'est-à-dire que vous leur dites ton grand-père a disparu. Et un enfant, il entend abracadabra, il était là. Et il s'est évaporé. C'est évidemment pas comme ça que ça se passe. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit aux enfants. Le langage est particulièrement complexe et handicapé avec les enfants. D'où le choix de ce titre. Le livre s'appelle 3 petits points. Parce que cette interjection raconte particulièrement, justement, notre inconfort. C'est ça, notre inconfort, on est souvent dans l'embarras, le doute, l'hésitation et ça marque une forme d'impuissance. On se pose surtout souvent la question de savoir si on doit tout dire aux enfants, quitte à briser l'innocence, ou quelque part avouer son impuissance à parler de la mort en disant peut-être ce je ne sais pas. Et on s'est tous demandé comment leur expliquer. En tant que rabbin, bien sûr, vous avez souvent été confronté à plein de questions, vous les évoquez tout à l'heure.
Faut-il mentir ou dire la vérité? Est-ce qu'on a le droit de pleurer? Est-ce qu'on doit pleurer devant les enfants? Est-ce qu'il y a une différence de traitement selon les âges? Est-ce qu'on doit expliquer les causes du décès aussi? Je me permets de rajouter ça. Est-ce qu'on doit permettre aux enfants de voir le corps? Et est-ce qu'on peut leur permettre de venir à l'enterrement? À chaque fois, on n'a pas la réponse, Delphine Horviller. Est-ce que la réponse, c'est il y a autant de réponses qu'il y a de familles sur Terre? Sans doute, mais je pense qu'il y a des éléments de réponse pour chaque famille. On n'est pas dans le flou absolu. Et, en fait, très souvent, au moment où ces questions se posent, ça oblige la personne et la famille à creuser dans sa culture familiale. C'est-à-dire se demander comment, dans les générations passées, on a vécu le deuil, comment on l'a vécu nous-mêmes lorsqu'on était enfant, à quel moment on en a entendu parler. Est-ce qu'on a déjà vu nos parents pleurer ? Qu'est-ce que ça nous a fait de voir nos parents pleurer? Est-ce qu'il y a eu des drames dans notre famille? Comment on en a parlé? Est-ce qu'il y a des fantômes dans notre histoire familiale? Comment s'appellent-ils? Comment leur mémoire est-elle portée dans la famille? Moi, mon travail, souvent comme accompagnante de famille endeuillée, c'est d'avoir cette conversation ou de la susciter chez les gens. Parce que alors, quand on se pose ces questions, souvent on obtient des éléments de réponse. Je vais vous donner un exemple. Dans ma famille, très marquée, c'est vrai, par la Shoah et cet héritage douloureux, les enfants ne vont pas au cimetière. Ça ne veut pas dire que dans n'importe quelle famille, un enfant ne doit pas entrer dans un cimetière. Il y a des familles, et j'en ai rencontré plein, où c'est très important que l'enfant accompagne ses parents au cimetière. Dans ma famille, c'était l'inverse. Il y avait un tabou très fort que j'aurais pu, ensuite par la suite, où je pourrais choisir de briser. Mais je dois prendre en compte le fait que dans ma famille, faire venir un enfant dans un cimetière suscite ou convoque des éléments extrêmement douloureux de notre histoire. La volonté de protéger les enfants de façon sans doute un peu superstitieuse du contact avec la mort. Et c'est pareil pour les larmes. Il y a des familles où on pleure très facilement les uns devant les autres. Il y a des familles où c'est très très grave de voir ses parents pleurer. Il y a des familles où on veut surtout pas pleurer devant des enfants. Et je pense que typiquement, moi, c'est souvent cette enquête-là, entre guillemets, que je mène avec des parents. Lorsque quelqu'un vient me voir en me disant « on va enterrer mes parents, est-ce que mes enfants doivent être présents ? Mes enfants jeunes ?» Souvent, je demande à la personne « est-ce que vous arriverez à pleurer devant vos enfants s'ils sont là ? Ou est-ce qu'au cimetière, vous allez vous empêcher de pleurer parce qu'ils sont là ?» Et si les gens me disent « oh, j'aimerais bien pleurer au cimetière, mais si mes enfants sont là, je ne pourrai pas », alors je leur invite à considérer peut-être une autre façon de faire participer les enfants au deuil. Mais en fait, tout ça est à prendre en compte. En fait, chaque famille a sa culture et ses codes et son langage. Et c'est ça qu'il faut explorer au moment d'un deuil. Mais ce qui est encore mieux, c'est de l'explorer avant le deuil. C'est-à-dire d'avoir la possibilité d'une conversation quand la mort est pas encore présente, quand on est pleinement en vie et qu'on a, pourquoi pas, la possibilité d'aborder ces questions. Et moi, mon but en écrivant ce livre, vraiment, c'est qu'il puisse agir, même pas comme un livre, mais comme un support de conversation entre les générations. Je voudrais que des gens puissent s'en emparer, lire peut-être un chapitre de temps en temps en famille, et voir quelle conversation ça suscite entre les générations. Pour autant, vous, Delphine Horviller, quand on découvre votre ouvrage, bien qu'il y ait cette transmission qui est nécessaire justement dans la famille, c'est ce que vous nous expliquez maintenant, vous avez-vous vécu cette expérience d'aller dans un cimetière très jeune et elle ne vous a pas traumatisé? Oui, je raconte. Alors, je ne sais pas si elle ne m'a pas traumatisée. Peut-être que tout le reste de ma vie est lié à ce moment, je ne sais pas. Mais je raconte effectivement une histoire que je n'avais jamais racontée. Et quand je l'ai écrite dans le livre, d'ailleurs, j'ai appelé mon frère, puisqu'il était avec moi dans cette expérience, et mes parents, et qui eux-mêmes avaient fait un déni de cette histoire, l'avaient oubliée. Il se trouve, je le raconte brièvement, que quand j'étais enfant, on avait une babysitter qui nous gardait parfois, et un jour, cette babysitter, au pensant bien faire, au pensant que c'était anodin, elle nous a emmenés, mon frère et moi, on devait avoir 6 ou 7 ans, dans un cimetière, je me souviens d'un cimetière catholique, juste à côté d'une église, dans le petit village champenois où j'habitais, et elle nous a invités à venir nettoyer la tombe de son mari ce jour-là. C'était une activité particulière, plutôt que d'aller au parc jouer, on était allé nettoyer la tombe de son mari au cimetière. J'avais trouvé ça vachement amusant, drôle, parce que c'est la première fois que j'entrais dans ce lieu. Vous aviez 6 ans. J'avais 6 ans, on nous avait donné une éponge, des éponges de toutes les couleurs, on trouvait ça très drôle de jouer avec l'eau. Et je suis rentrée à la maison et j'ai raconté ça à ma mère, et ça a été un drame. Bah oui. Un drame. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, cette babysitter n'est plus jamais revenue nous garder, parce que j'ai compris à ce moment-là que j'avais fait une bourde en le racontant à ma mère, qu'apparemment c'était très très grave qu'on nous ait emmenés dans ce lieu, qu'elle n'avait pas le droit de nous emmener là. En fait, elle avait brisé effectivement une sorte de tabou. Elle nous avait mis, du point de vue de ma mère,
d'une certaine manière en danger, puisqu'on était entré dans le cimetière. Et donc, cette histoire, je ne l'avais jamais racontée, mais elle est revenue à ma mémoire en écrivant ce livre. Delphine Orviller, on pourrait penser que ce livre est né d'une réflexion quotidienne mise en écriture post-7 octobre, mais pas du tout. Après Vivre avec nos morts, vous avez été sollicitée pour donner une conférence à un public d'enfants, de jeunes adolescents, et vous êtes très marquée par une petite fille qui traduit quelque chose d'extrêmement intéressant. Oui, en fait, ça aussi, ça a motivé l'écriture du livre. J'ai donné une conférence devant des enfants qui avaient avoir une dizaine d'années, 10-12 ans, et sur la mort, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas. Et à un moment donné, une petite fille avec pas mal de culot a levé la main, comme ça. Je crois qu'elle me tutoyait, en fait. Elle était très mignonne, elle était pleine d'aisance, comme ça. Et elle m'a dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire si on sait très bien que quelqu'un dans notre famille est mort, mais nos parents nous le disent pas? Est-ce qu'il faut dire qu'on est au courant ou il faut faire semblant de ne pas savoir? Et c'était super cette question, parce qu'en fait tout le monde est resté bouche bée. En fait, elle venait d'exploser le secret là et de nous dire, je sais très bien, on sait que quelqu'un est mort, mais apparemment nos parents cherchent à nous protéger en nous le disant pas. Et donc évidemment je lui ai répondu, je lui ai parlé de cette protection dans ma réponse, que souvent les silences des adultes, soi-disant là pour protéger les enfants, en fait, ils sont interprétés par les enfants qui savent comme étant une protection de l'adulte lui-même. C'est-à-dire qu'on ne dit pas parce qu'on veut protéger le grand, l'adulte, de sa douleur. Et donc, il y a un phénomène là qui est un genre de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». En fait, on ne sait pas qui protège l'autre. Est-ce qu'on protège les enfants en se taisant? Est-ce qu'ils nous protègent en faisant semblant de ne pas le savoir? Effectivement, donc ça a été un moment particulier. Je rebondis sur ce que vous venez de dire juste une seconde par rapport au 7 octobre, parce que c'est à la fois vrai et pas vrai. J'ai pas du tout écrit ce livre après le 7 octobre, puisqu'il était la suite de Vivre avec nos morts. Mais je me rends compte que peut-être je l'aurais pas publié s'il n'y avait pas eu le 7 octobre, parce que de fait, cette conversation sur la mort nous a tous envahis d'une façon très particulière. J'ai le sentiment que on a une conscience accrue de la mort qui nous entoure, pas juste de la mort de gens à des milliers de kilomètres, peut-être de membres de notre famille, je ne sais pas, mais je crois que beaucoup d'entre nous ont le sentiment que on assiste à la mort d'un monde. C'est ça. Et comment fallait-il l'expliquer aux enfants, ça, Delphine Orviller? Ça dépend évidemment de leur âge, encore une fois, de la culture familiale, du contexte. Je pense qu'on n'en parle pas de la même manière selon l'âge de l'enfant, mais aussi selon, par exemple, sa connaissance d'Israël. Est-ce qu'on a ou pas de la famille en Israël ou au Proche-Orient, selon peut-être l'école où il est. Je crois, et j'en ai fait l'expérience, à vrai dire, et comme parent et comme rabbin particulièrement, que dans les familles juives, personne cette année n'a été à l'abri d'une forme de conversation sur le sujet, pas nécessairement sur la mort, mais en tout cas sur la menace, sur le danger, sur la sensation que l'histoire juive nous rattrapait, l'histoire juive avec ses tragédies et ses douleurs et ses deuils. Voilà, j'ai été entourée cette année de gens qui avaient tous une histoire à raconter qu'ils avaient vécue, plus ou moins dure, plus ou moins dramatique, mais évidemment des situations de confrontation avec la haine ou l'antisémitisme ou la solitude dans laquelle le monde nous a placés. Et tout ça, c'est des histoires de deuil. Delphine Orviller, on va poursuivre évidemment cette émission en continuant à parler de votre ouvrage dans un instant. Vous restez avec nous sur l'antenne de Radio J. Delphine Orviller venue pour son livre Comment parler de la mort aux enfants, coédition chez Bayard et Grasset. Tout de suite le rappel des titres et on revient dans un instant sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Santa Vous écoutez Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rend en Hongrie pour une visite de 4 jours, et ce malgré un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale fin novembre, un mandat que son homologue hongrois Viktor Orban refuse d'appliquer.
Les alertes à l'infiltration de drones ont retenti à Kissoufim, une localité israélienne frontalière de la bande de Gaza cet après-midi. Aucun blessé ni dégâts matériels n'a été signalé. Tsahal enquête sur l'incident. Le Hamas condamne la visite du ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple à Jérusalem. Elle a eu lieu en fin de matinée. Le groupe terroriste appelle les Palestiniens à intensifier leurs attaques contre l'État hébreu en réponse à ce déplacement. En France, le polémiste Éric Zemmour a été condamné par la Cour d'appel de Paris à 10 000 € d'amende pour contestation de crimes contre l'humanité. Il avait soutenu en 2019 que le maréchal Pétain avait sauvé les Juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale. Il persiste et signe, interrogé cet après-midi par des journalistes au Parlement européen. Jordan Bardella a assuré que la manifestation de soutien à Marine Le Pen prévue dimanche à Paris n'était pas un coup de force. C'est au contraire une défense très claire de la démocratie française, a-t-il plaidé. Enfin, avis aux lycéens et aux étudiants en réorientation. Vous avez jusqu'à ce soir pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux sur Parcoursup. Les réponses des formations devraient arriver d'ici 2 mois, à partir du 2 juin. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Delphine Orvillard et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. À l'approche de Pessah, perpétuons ensemble la tradition de solidarité en participant à la campagne unitaire des paniers de Pessah, de l'Écuge et de ses partenaires. Aucune famille ne doit être laissée de côté. Votre générosité leur permet, dans la discrétion et la dignité, de faire leurs courses dans des commerces partenaires afin de célébrer la fête comme il se doit. Pour donner, Écuge, 119 rue Lafayette, Paris 10e, 01 53 20 52 52 et don.écuge.fr/Pessah. Servant en retour. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre évidemment. Il est 15h30 passé avec notre invitée aujourd'hui Delphine Orvillard, femme rabbin de Judaïsme en mouvement. Merci d'être à nos côtés. Vous venez de sortir un ouvrage, Delphine, qui s'intitule Comment passer de la mort comment parler de la mort aux enfants, en coédition chez Bayard et Grasset. Vous dédiez, je tenais évidemment à en parler, ce livre à Elias B, on ne dira pas le nom évidemment, qui a été assassiné à la hache il y a quelques semaines aujourd'hui. Pourquoi lui dédier cet ouvrage ? Il se trouve que je posais les derniers mots de ce livre au moment où j'accompagnais cet enfant et sa famille. Et évidemment, l'accompagnement de ce deuil terrible m'a bouleversée comme beaucoup de gens. J'ai l'habitude d'accompagner un deuil comme rabbin, d'accompagner les mourants, les familles endeuillées, mais on n'est jamais préparé à cela. Je pense que voilà, j'étais pas seulement un rabbin dans cet accompagnement, mais aussi une mère. Et voilà, par vraiment une profonde affection à la famille, j'ai tout de suite pensé en écrivant les derniers mots de ce livre que son souvenir devait y être associé. Vous racontez dans cet ouvrage la rencontre également avec un enfant de 5 ou 6 ans qui vous avait vraiment troublé. Vous en parliez dans le premier ouvrage sur le thème de la mort, Vivre avec nos morts. C'était un échange vraiment très bouleversant. Si vous voulez bien nous le rappeler, éventuellement nous répondre ce que vous lui avez répondu. Oui, je pense souvent à cet enfant qui maintenant est un ado. Il y a quelques années, j'étais invitée par sa famille à m'adresser à lui au moment où on s'apprêtait malheureusement à accompagner son petit frère qui venait de mourir. On était à la veille de l'enterrement de son petit frère et on savait pas quoi dire à cet enfant, pas quoi lui expliquer. Et je l'avais rencontré et il m'a fait dit cette phrase qui a changé plein de choses pour moi, dans la façon notamment la façon dont je parle aux enfants depuis. Il m'avait dit, tu sais, les adultes, ils me disent n'importe quoi. Ils me disent que demain, on va enterrer mon petit frère et ils me disent aussi qu'il est au ciel. Et moi, je voudrais qu'il se décide. Soit il est sous terre, soit il est au ciel. Mais j'ai besoin de savoir où je dois regarder pour le trouver. Évidemment, ce que ce petit garçon me disait à ce moment-là, c'est que les adultes sont tellement maladroits dans leur prise de parole parce que, par notre tristesse, par notre peur d'exposer les enfants au tragique, on utilise des métaphores, on dit des choses et en fait, on n'aide pas nécessairement un enfant qui, lui,
repère tout de suite nos failles de langage. Et parfois, c'est important de dire à cet enfant à quel point nos mots ne parviennent pas à dire, à quel point on est désemparé. On a peur d'apparaître comme trop vulnérable en lui montrant nos failles et nos faillites. Mais parfois, c'est en se faisant passer pour très fort qu'on loupe la cible, qu'on est à côté de ce qu'on devrait dire. Merci beaucoup Delphine Horviller. J'ai très envie de parler avec vous d'un tout autre sujet qui traite vraiment de vous. C'est une série qui s'intitule Le sens des choses sur la plateforme Max. Elle est sortie le 28 mars. L'histoire d'une femme rabbin pour le pitch ou rabbine. C'est très important dans le pitch, qui casse les codes, réinvente les traditions. Elle est jouée par Elsa Gage, Manu Payet et Eric Elmosnino. Est-ce que vous l'avez vue ? Oui, j'ai eu la chance de la voir en avant-première. J'étais même à Lille il y a quelques jours où elle a gagné un prix à Série Mania, cette série. Alors c'est intéressant parce qu'elle est adaptée d'un de mes livres, mais très 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 librement, puisque c'est adapté de Vivre avec nos morts, mais c'est plus du tout l'histoire de mon livre. Cette rabbine n'est pas moi, même si beaucoup de gens pensent que c'est moi. En fait, pas du tout, elle me ressemble pas particulièrement, à part les cheveux bouclés peut-être. Mais je trouve que c'est très beau ce qu'ils ont fait comme adaptation. On va écouter la bande-annonce. Dites-moi. Ça concerne mon fils. Et ma grand-mère. Ma sœur aînée. Vous pourriez aller lui parler ? Bien sûr. C'est à propos de votre fils, c'est ça ? Je suis juif. Il est juif. Non mais nous aussi, Marc. Tout ce que je veux, c'est aider les gens. Tu tiens pas tes engagements ? Leur apporter un peu de réconfort. Clac. Mazel tov. La fille d'André est rabbin. Vous dites comment, vous, la rabbin ou la rabbine ? Ou la femme rabbin ? Ah non, pas la femme. Ça fait bizarre, ça fait homme grenouille. Je croyais qu'on avait réglé le problème. Dieu n'existe pas, la création n'a pas de sens. Non mais va s'y faire, il dramatise un peu. Une femme rabbin, non mais alors là, c'est vraiment... C'est une blague, là. Oui, mais ça va, c'est pas le diable non plus. Ma sœur, elle adore comprendre le sens des choses. Qu'est-ce que je dois faire ? Et les gens, ils attendent des réponses et des certitudes et c'est exactement les deux trucs dont je suis complètement dépourvue. Les rabbins pleins de certitudes, c'est pas ça qui manque. C'est peut-être tous ceux qui cherchent autre chose, qui ont besoin de toi. Fais tout comme tu veux. Non, je veux pas. Ils vont se dire que j'ai eu une double vie. Mais t'en as une de double vie. Tu pars du principe que tout ça a un sens, donc c'est sûr que tu finis par en ver. Il faut du courage pour croire. Il n'y a aucun courage à se complaire dans le malheur. C'est vous le rabbin. La rabbine. Tous ceux qui cherchent autre chose ont besoin de toi. Est-ce que ça vous parle, Delphine Horviller ? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette série ? Parce que quand même, il y a des messages où on ne peut pas s'empêcher de dire que forcément, il y a de vous. En fait, ce qui m'a plu, c'est que d'abord, il fasse de l'humour un ressort très puissant de résilience. Moi, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur dans mon engagement rabbinique, mais aussi dans mes convictions juives. Tout court, je crois que l'humour nous a sauvés en plein de circonstances. Et quand les scénaristes sont venus me voir, ils m'ont dit on va adapter, mais on va s'éloigner fortement du livre et en faire une vraie comédie, mais avec de la profondeur. Il y a de l'humour juif partout dans cette série, très profondément l'humour juif. Et puis, il y a aussi beaucoup d'études. Il y a beaucoup de connaissances juives. Alors, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps avec les scénaristes. Ils m'ont interrogé sur plein de situations. Qu'est-ce que j'aurais dit ? Qu'est-ce que j'aurais fait ? Qu'est-ce que j'aurais pas dit ? Qu'est-ce que j'aurais pas fait ? Oui, vous avez été sollicité quand même. Oui, voilà. Et donc, évidemment que je retrouve dans ce personnage parfois même mes tics de langage, une façon peut-être de cerner une situation, une certaine façon d'écouter les gens qui viennent la voir. Il y a vraiment beaucoup, je trouve, de sagesse juive. C'est la première fois que je vois une série télé où il y en a autant. Pourtant, moi, je suis une grande fan des séries, j'en ai vu beaucoup, mais j'ai jamais vu une série où il y a autant. Dans chaque épisode, il y a un petit enseignement talmudique, un épisode biblique. On va chercher dans le midrash. Il y a un geste de la tradition juive. On raconte des histoires que les gens ne connaissent pas. Je sais pas, vraiment des rites et des histoires rabbiniques assez poussées. Mais pourtant, c'est accessible à tous. Il y a quelque chose de très universel. Et de ce point de vue-là, je trouve ça vachement réussi. Ouais. Tout de suite, on va continuer sur la page évidemment culture et on va vous emmener au théâtre, Delphine Horviller. Au théâtre. Bonjour Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour Delphine et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène au théâtre Montparnasse pour un voyage vers l'au-delà. Le voyage de Paula S, écrit et joué par Marc City. Votre maman est décédée.
Ce n'est pas la terrible nouvelle qui anéantit Mathieu Scarifi, mais plutôt le choix des mots employés. Maman, par exemple. Il aurait préféré un simple « votre mère ». Mathieu se méfie de ces gens qui emploient maman et papa à tout bout de champ. Il trouve ça très louche. La mère de Mathieu est morte. Ce n'est pas une surprise, cela faisait des mois qu'elle oscillait entre la vie et la mort et que l'on attendait que le couperet tombe. Mais entre envisager une possibilité et emplafonner le réel, Mathieu ne sait pas trop comment réagir. C'est le coup de massue. Il n'est pas prêt. D'ailleurs, Paula, sa mère, jouée par Julie Delarme, elle-même non plus n'est pas prête. J'ai toujours su que jamais je ne mourrais. C'est une chose rigoureusement impossible. Je vais tout de même pas rester dans l'éternité à tes côtés. Il faut qu'on parte. Fais ma valise. Regarde Mathieu là-bas, les lumières jaunes et rouges. J'ai un souci avec la topographie des lieux là. Depuis qu'on trouve des falaises en Essonne. Alors, pour retrouver le chemin salvateur, Mathieu va emprunter les sentiers de l'onirisme et du comique de situation pour redonner vie à cette femme, pour composer avec l'esprit de sa mère disparue. Le voyage de Paula S, c'est le 4e texte pour le théâtre de Mark City, après le merveilleux Lévi de Swann, dans lequel il nous livrait les terreurs et les espoirs de ce jeune père. C'est le rôle d'un fils en proie au deuil de sa mère qu'il endosse cette fois-ci. Ce sujet douloureux, il en fait un conte poétique, un road movie extravagant, une cavale ésotérique aussi désopilante que bouleversante où la mort défie les frontières. De l'intime, Mark City touche à des sujets universels, celui de la mère et de la mort. En tâchant d'apprivoiser la disparition d'un être cher et la vertigineuse présence de la mort, il livre ici une chaleureuse déclaration d'amour à toutes les mères du monde. Qu'est-ce que vous avez aimé, vous, Charlène, dans cette pièce ? Eh bien, c'est sa mise en scène. Une mise en scène signée Stéphane Cotin, connu pour Fanfan la Tulipe, l'Alouette ou encore les combustibles d'Amélie Nothomb. Sur scène, nous avons 3 murs, fixes et sans vie. Mais en réalité, ces murs sont des fenêtres sur le monde. Ces pans de murs s'animent et bougent au fur et à mesure du voyage, créant des images qui s'intensifient et qui intensifient le propos de la pièce. Transformer un espace minimaliste en un lieu plein de vie et d'émotion, telle est la poésie de cette mise en scène. Dans le voyage de Paula S, Mark City nous plonge dans une réflexion pleine d'humour sur la perte et la résilience. La pièce dessine un univers où la mort n'est ni évitée, ni dramatisée, mais apprivoisée avec tendresse et légèreté. C'est un voyage à la fois intime et universel. Delphine, accrochez votre ceinture et embarquez dans ce voyage où l'on rit de nos peurs et pleure de nos fragilités. C'est au Théâtre Montparnasse jusqu'au 20 avril prochain. Merci beaucoup, Charlène Villemer. Ça donne envie. Ça donne très envie. Et puis, en fait, il joue dans la série. Il joue aussi un rôle dans la série, sans choses. Donc, quoi. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais il est extraordinaire aussi dans la série. Mais j'ai hâte de voir la pièce. Merci beaucoup, Charlène Villemer. Tout de suite, c'est la chronique de Leslie Valenzy du collectif Agité. Le billet du jour. Et c'est l'heure de retrouver Leslie Valenzy du collectif Agité pour À Juste Titre, un collectif d'attachés de presse qui traque les biais antisémites dans les médias, défend le choix des mots et milite pour une information rigoureuse. Leslie, qu'est-ce qui a agité vos radars cette semaine ? Eh bien, Cyrielle, on a un peu hésité. On n'avait aucune envie de nourrir le cirque médiatique sur les bras de fer RN-LFI, les déboires de Marine et encore moins les concours de posture pour savoir qui protégera le mieux les juifs. Et puis les biais antisémites se sont fait un tout petit peu plus discrets dans les médias cette semaine. Alors on a choisi de ressortir une forme d'alerte, l'humour. Et Delphine Orviller, vous le dites mieux que nous, l'humour est une arme de reconstruction massive. Hier, 1er avril oblige, notre collectif s'est amusé à détourner quelques unes de presse et certaines ont fait leur petit effet. Parmi elles, Mediapart mettant à l'honneur le mea culpa de Rima Hassan, je cite « Je croyais m'appuyer sur le droit international. En fait, c'était la charte du Hamas. » Ou encore, cette une du Monde trop belle pour être vraie, annonçant une baisse de 75% des actes antisémites, un coup de baguette magique. Pour la touche people, on s'est fait plaisir aussi avec un moment gala. Arthur et Mathilde Panot, oui, officialisent. On se complète et c'est flippant, déclare-t-il dans nos fantasmes les plus fous. Dans ces fausses unes, Leslie, il y en a une qui a particulièrement buzzé. Courrier international qui titre « Non, Israël ne commet pas de génocide à Gaza », signé Francesca Albanese, une blague donc, mais qui renvoie à quelque chose de beaucoup moins drôle évidemment. En effet, une blague qui tape là où ça fait mal, parce que Francesca Albanese, ce n'est pas n'importe qui. C'est la rapporteuse de l'ONU sur la question des droits de l'homme dans les territoires palestiniens. Et depuis le 7 octobre, on peut dire qu'elle cumule les miles de l'indécence. Rappel des faits.
Francesca Albanese a refusé de reconnaître la nature antisémite du pogrom. Elle a affirmé qu'Israël n'avait pas le droit de mener une guerre à Gaza. Elle a accusé l'État hébreu de génocide sans fondement juridique et elle a établi à plusieurs reprises un parallèle explicite entre Gaza et la Shoah. Ce n'est pas une posture ambiguë, c'est une ligne constante, affirmée. Pourtant, au moment où on se parle, il est possible que son mandat à l'ONU soit renouvelé. Hier, le CRIF et 40 parlementaires français ont officiellement demandé à Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, de s'y opposer. Une prise de position claire, publique, argumentée, et malgré cela, silence radio dans les médias. Alors on se demande si notre biais de la semaine, finalement, n'est pas cette opposition majeure qui n'a pas trouvé sa place dans les colonnes. Elle émane pourtant d'élus de la République et, rappelons-le, d'un organisme qui regroupe plus de 60 associations juives. Certains médias laissent donc filer, et là on n'est pas dans la bourde, on est dans l'évitement, dites-vous Leslie. Absolument, et cet évitement-là nous dit quelque chose, Cyrielle, pas seulement sur Francesca Albanese, mais aussi sur nous, sur notre seuil collectif de tolérance. Parce que oui, on s'amuse parfois à détourner les biais, mais là on n'est plus dans la satire, on est dans une réalité que les médias n'ont pas voulu traiter, et c'était pas un poisson d'avril. Alors ce biais-là, il est plus difficile à pointer parce qu'il ne fait pas de bruit. Il est donc plus pernicieux qu'un écart de langage parce qu'il donne l'illusion de la neutralité. Et c'est aussi contre cette illusion d'une presse qui serait neutre parce qu'elle se tait qu'on essaye de se battre à notre échelle. Merci beaucoup Leslie Valenzy du collectif Agité. Une réaction éventuellement Delphine Orviller. Je vous vois regarder Oui, je me dis que c'est fou, on est entré dans un temps où très souvent, moi quand je lis les nouvelles, je suis obligée de vérifier si c'est un site satirique ou un véritable site. On n'aurait pas imaginé ça il y a quelques années, tellement tout est devenu improbable. Et je me disais hier, jour du 1er avril, où on a l'habitude de se faire des blagues, finalement c'est devenu de façon paradoxale le seul jour de l'année où les gens vérifient leurs sources. Le reste de l'année, on ne sait pas. On ne sait pas. Et ce jour-là, comme on se dit que peut-être, 1er avril oblige, on vérifie, c'est quand même totalement le monde à l'envers. Complètement, c'est le danger. Après, on ne peut pas demander à tout le monde de devenir journaliste et de recouper les sources, mais évidemment qu'il faut au moins lire 3 articles similaires pour comprendre qu'on est davantage dans une réalité, même si on peut aller encore plus loin en se disant que c'est peut-être une dépêche AFP. Encore une fois, les Juifs ne sont pas forcément les gentils si on reprend ces dépêches-là. Donc, c'est très, très compliqué à expliquer. Il faudrait aller encore plus loin, mais vous en tant que journaliste, vous le savez Delphine Orviller, on évoquait l'humour il y a un instant, forcément je ne peux pas ne pas vous poser cette question autour de Blanche Gardin, de cet échange il y a 2 semaines entre vous deux. Pour ceux qui auraient raté le moment, peut-être recontextualiser cet échange entre vous deux. Oui, c'est assez surréaliste et je ne vais pas longuement revenir sur ce qui ne vaut pas la peine à mon sens. J'ai republié une vidéo très bien argumentée et intéressante qui est publiée à Academ. Elisheva Kotferstein a fait un travail pour essayer de comprendre le cheminement de Blanche Gardin ces dernières années et notamment l'après-sketch dans lequel elle parle de l'antisémite qu'elle serait devenue après le 7 octobre. Donc j'ai reposté cette vidéo, comme beaucoup de gens, mais Blanche Gardin a jugé bon de m'interpeller sur les réseaux sociaux. Alors que je suis assez facile à trouver, elle aurait pu m'envoyer un message, me contacter directement, mais en fait, évidemment, elle m'a contacté, enfin, elle s'est adressée à moi sur les réseaux sociaux, ce qui suggérait que c'était pas à moi qu'elle voulait parler, mais elle essayait peut-être par rapport à ma notoriété d'interpeller plus largement, de créer ce qu'on appelle de nos jours, je crois, un buzz, c'est-à-dire de faire parler d'elle en s'opposant à moi, ce que d'ailleurs partiellement marché, puisque plein de journaux ont repris ça comme si on était dans un clash, elle et moi. Un ami m'a dit, oh là, vous êtes les nouveaux Booba et Karis. Il y avait quelque chose de complètement surréaliste à nous opposer, comme si on était 2 personnalités qui allaient se retrouver dans un garage pour se frapper. Je sais pas, c'était complètement fou. Donc j'ai jugé bon à un moment donné simplement d'écrire ce que je continue à dire. Moi, en fait, Blanche Gardin me dit qu'elle n'est pas antisémite, bon, pour des raisons particulières, disant qu'elle est de gauche et qu'elle a des cousins juifs. Évidemment, aucun de ces arguments ne tient, mais moi, à la limite, je me fiche de savoir si elle l'est ou pas, si elle l'est un peu, si elle l'est beaucoup, à la folie ou pas du tout. En fait, la seule question qui se pose aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, pas juste les humoristes, mais quiconque prend la parole en public, c'est de savoir quelle est notre responsabilité, quelle est la responsabilité de notre parole, de quelle manière notre parole catalyse, nourrit, encense un phénomène morbide, mortifère, incontestable, une montée des haines. Et c'est tout simplement à cela que je la renvoie. Moi, depuis que Blanche Gardin m'a écrit, ma boîte mail, qui était déjà bien pleine de cela, regorge de messages
antisémites, de gens se revendiquant comme ses fans, de menaces contre moi, de gens qui affirment et m'écrire pour la défendre. Et voilà, simplement, je me pose la question, je me la pose pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir tant de gens qui, se revendiquant de sa parole, sont prêts à un passage à l'acte antisémite et à un tel déversoir de haine. Voilà, c'est la question que je lui pose. C'est la question qui est posée, c'est la question que tous les artistes devraient se poser. Dès lors qu'on a une notoriété, qu'est-ce qu'on a envie de dire et dans quelle oreille ça va tomber? Forcément, on ne le sait jamais bien. Et il faut faire évidemment très attention à ce qu'on dit. Et on a tendance à observer des humoristes qui sont davantage des éditorialistes, pensez-vous? Oui, en fait, c'est particulier à notre époque. Guillaume Erner, dans son livre J'étais obsession, l'analyse très bien. Il dit que les humoristes aujourd'hui sont les nouveaux pamphlétaires du siècle dernier. C'est eux qui, finalement, stimulent et catalysent un rire qui va à grande échelle pouvoir diffuser des idées, voilà, notamment contre les Juifs et leur pouvoir supposé. Alors, souvent, quand je dis que chacun a une responsabilité dans sa parole, les gens me disent oui, mais l'humour, ça sert à ça, à pouvoir dire ce qu'on veut, à pouvoir dire n'importe quoi. Mais en fait, c'est pas vrai, on le sait, ça n'a jamais été le cas. L'exemple que moi je cite souvent, comme beaucoup de gens, c'est le sketch de Desproges, 1986, ce célébrissime sketch où Desproges dit on me dit qu'il y a des Juifs dans la salle, et il enchaîne les clichés, évidemment, antisémites, un peu crasse un peu. Mais à ce moment-là, tout le monde rit. Pourquoi tout le monde rit? Pas parce qu'on est à une autre époque, mais parce qu'il n'y a aucun doute que ce dont se moque Pierre Desproges dans ce sketch, c'est des antisémites, pas des juifs. Alors que quand on utilise l'humour et sa parole pour rallier, non pas un rire, mais un ricanement contre un autre dont on questionne même la véracité de la menace qui pèse sur lui, c'est-à-dire quand on ne parle finalement que de l'instrumentalisation de l'antisémitisme, sans parler d'abord et avant tout de ce que vivent les Juifs au quotidien, quand on questionne la véracité de ce récit ou sa gravité, pour uniquement pointer le fait que certains l'instrumentaliseraient dans un but politique, alors c'est hautement problématique. Merci Delphine Orviller. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. C'est votre portrait aujourd'hui, Delphine Orviller, avec Véronique Zana, qui attend ce moment impatiemment, pour être tout à fait honnête, et j'ai pas toujours l'habitude de le dire. Bonjour Véronique. Bonjour Cyrielle, bonjour Delphine, bonjour à tous. Petit trémolo dans la voix, effectivement. Alors, votre portrait, on a dû vous le brosser tellement souvent, mais si je m'appuie sur ce qui vient d'être partagé ici, forcément, la transmission, on l'a entendu à chaque coin de phrase, ces histoires que vous racontez, que vous rapportez de ces enfants, de ces parents, la manière aussi dont ça vous a traversé est présente à chaque instant, vos métaphores qui sont tantôt de la poésie, tantôt un peu de sublimation, et ma favorite, celle de la marelle, qui va de la terre au ciel, à cloche-pied, notre position du funambule, qui fait que cette vie, malgré tout, on la vit et on avance et on tente de trouver l'équilibre. Donc sur la transmission, bien évidemment, nous y sommes. Là où ça commençait à m'interpeller un petit peu plus dans ce que j'ai pu découvrir de vous, c'est que vous avez mis à la fois, vous avez essayé de les tricoter, mutisme et silence. Or, les deux ne viennent pas tout à fait dire la même chose. Un qui se retient et un qui permet de laisser la place à l'écoute, à la parole de l'autre, voire à l'émergence de ces choses nouvelles qui pourraient peut-être là aussi nous rassurer. Et d'ailleurs, ce qui est intervenu très très souvent, c'est protéger. Protéger, 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 c'est venu là aussi à plusieurs endroits. Et du coup, je me disais, tiens, le silence, est-ce que ça protège vraiment? Et je me souviens que vous aviez parlé d'un moment avec votre fils au football dont la médaille s'était envolée et vous aviez eu peur et votre fils vous avait dit, je crois, arrête de me protéger maman, ça va. Donc cette protection, est-ce qu'elle vient se mettre au milieu d'une certaine peur, voire d'un retenu des mots, voire de cette hypersensibilité dont vous parlez? Parce que effectivement, les mots, c'est pas la parole. Il s'agit d'autre chose quand on approche un dire. Alors là-dessus,
petite surprise. Et on a beaucoup parlé du doute, surtout à l'atelier d'hier où j'étais présente. Et dans cet essentiel, justement, de ne pas s'attacher à ces certitudes qui sont mortifères. Et je pensais à ce point du doute qui n'est pas le point d'interrogation tout rond, mais qui est un point qui est un peu cassé, bosselé, et qui, je trouve, vous va comme un gant, parce que ça permet d'ouvrir à beaucoup d'autres choses. Le fractal, c'est ce qui permet encore de l'émergence. Et mon truc favori, dans votre troisième mot, qui est l'espoir, parce que au final, l'espoir, où est-ce qu'on le voit là ? Eh bien, il est un petit peu indirect, il était un petit peu caché vers votre façon de recommencer, de ramener le truc, de reparler d'humour, de ne jamais lâcher quelque chose à transmettre et à soutenir. Alors oui, l'espoir est là. Et on vous a bien reconnu. Alors s'il vous plaît, continuez à nous raconter des histoires, à nous mettre de l'humour à chaque fois pour pouvoir nous remettre en chemin et à nous tendre le bâton, qu'on puisse le reprendre et à notre tour le passer. Merci. Merci beaucoup Véronique Zana. Vous étiez donc hier à la conférence donnée par Delphine. Absolument. C'est une conférence sur l'humour. C'était sur l'humour et les trépieds de l'humour juif et avec ce joli cadeau de Sophia Aram. Qui est venue nous rendre visite avec Benoît Gambillard. C'est en fait l'atelier Ténois que j'ai la chance d'animer une fois par mois, parfois des invités exceptionnels. Et hier, on avait décidé, 1er avril oblige, de parler d'humour, du support qu'est l'humour dans notre tradition, mais des limites parfois de l'humour, jusqu'où on peut rire, avec qui on peut rire. Et voilà, merci d'avoir été présente. Et merci beaucoup Véronique Zana, notre psychanalyste, qu'on le retrouve tous les mercredis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Delphine Orviller. Vous êtes venue nous voir pour votre ouvrage Comment parler de la mort aux enfants, coédition chez Bayard et Grasset. Merci beaucoup pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient. Vous dire à nouveau à quel point votre émission est en yiddish, il y a un mot amechaye, ça ramène à la vie de bien des manières. Il se trouve que voilà, je sortais d'une cérémonie difficile au cimetière, j'arrivais tout de suite chez vous en ne sachant pas quoi attendre. Et à nouveau, je me dis, comme à chaque fois que je viens vous voir, que ça oxygène, ça ramène un peu de vie dans ma vie. Et donc, je vous remercie. Merci à vous, Delphine Orviller, d'être venue nous voir en direct aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Benjamin Arnaud et Ethan Anoukayev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec mon invité, l'acteur Grégory Baquet, pour la pièce Je m'appelle Georges et vous au Théâtre Actuel La Bruyère. Dans un instant, ce sera le Club Imo présenté par Marc Ezrati et juste après la pause, le journal sur Radio J. Belle journée à tous.